vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Sud Radio, parlons vrai, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Aujourd'hui, pour débattre, Nicolas Vidal, directeur de la publication de Putsch. Bonjour. Bonjour. Le nouveau média franc-tireur. Sandra Regol, porte-parole Europe Écologie Les Verts. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, comme tous les lundis. Vous êtes là pour la plus grande joie de nos auditeurs. De certains. Et Perrine Salé, porte-parole de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère. Et je vous ai demandé de venir ce matin, Perrine Salé. En plus, on est effectivement 5 parce que il s'est passé des choses à Mantes-la-Jolie jeudi dernier et que la presse ou vendredi, c'était jeudi ou vendredi, et la presse en a très très peu parlé. Et j'avais envie qu'on revienne sur ce sujet. On va évidemment parler de la mort d'Abou Bakr el-Baghdadi. Il est mort comme un lâche et comme un chien. Donald Trump a-t-il eu raison de s'exprimer ainsi? Mantes-la-Jolie, donc les policiers à nouveau pris pour cible, et puis Emmanuel Macron qui veut tout faire pour lutter contre le communautarisme. Tous ces sujets avec vous. On commence avec un rapide tour de table. Tiens, on va commencer avec vous, Perrine. C'est du sportif, c'est ça? Pour une fois. Oui. Pour une fois, c'est du sportif. Mon coup de cœur, c'est le merveilleux match qu'on a pu avoir samedi dernier entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. Magnifique match de rugby qui crée en fait un petit peu la sensation parce que effectivement, les jeux n'étaient pas faits du tout à partir du moment où ça s'est lancé, et c'était un très beau match. Donc, coup de cœur. Et votre pronostic pour la... Ah là, je ne me prononce pas. On a quand même affaire entre l'Angleterre qui a battu les All Blacks avec les Sud-Africains qui ont battu les Pays de Galles. Bon. Avec c'est des un peu Anglais classique. qui vont être un peu fatigués. Mais voilà, les Anglais peuvent être fatigués, mais en même temps, pour avoir su battre les All Blacks, ils peuvent créer une belle surprise, et ça... je vais donner ma voix aux Anglais. Aux Anglais. Nicolas, vous, c'est culturel. Moi, c'est un coup de cœur à venir. C'est le nouveau film de Costa Gavras sur Conversation entre adultes, sur l'histoire de Yanis Varoufakis. Extrêmement. C'est un livre d'ailleurs qui est sorti, qui est extrêmement passionnant. Je le recommande à tous les auditeurs. Et ce film-là sort en salle le 6 novembre sur les coulisses de l'Union européenne. Comment l'Union européenne, la Troïka, a mis à genoux la Grèce, et l'histoire de Varoufakis qui a, à un moment donné, qui a essayé de ne pas céder. Et donc, c'est ces petites conversations. Il le dit, c'est une tragédie grecque. Donc, je recommande, effectivement, on en a parlé dans Putsch ce matin, mais je recommande aux gens d'aller se jeter sur ce film qui paraît, à mon avis, qui va être pas mal du tout. Voilà. Nicolas, donc c'était votre coup de cœur. Sandra? Alors, face à une actu qui n'est pas réjouissante, j'avais envie de faire un coup de cœur sur ces initiatives qui font le lien entre la lutte contre la fin du monde et celle contre la fin du mois. Je pense notamment à ces réseaux de la permaculture qui, dans les Pyrénées-Orientales ou ailleurs dans le sud de la France, permettent d'avoir accès à une nourriture peu chère et abondante, qui en plus enseigne aux gens comment faire pousser une nourriture qui ne coûte plus rien dans des régions où justement la pauvreté est grimpante. Et puis je pense aussi à cet asso que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle Faire avec, et qui permet à des gens qui vivent dans l'insalubrité. Vous savez qu'aujourd'hui, la Fondation Abbé Pierre tire encore l'alarme sur les expulsions et le mal logement en France, qui ne fait que progresser et qui est un marqueur dramatique de la progression de la pauvreté qui atteint aujourd'hui en France des niveaux qu'elle n'avait plus atteints depuis les précédentes crises, depuis plus de 30 ans, et qui récupère du matériel soit surplus de construction, soit quelque chose de reste de chantier de déconstruction, et qui permet à des familles d'avoir des bons logements. En fait, dans les temps qui courent, on nous dit beaucoup que la force publique ne peut pas faire grand-chose contre la pauvreté, contre la montée de tout ce qui en ressort. On va en parler des effets dans cette émission. Eh bien, on voit que la société française, elle, s'organise, lance des initiatives, et qu'il y a des entrepreneurs, des associations qui font ce travail un peu partout en France. Et puis, pour conclure ça, la force politique, elle a plutôt tendance à faire l'inverse. J'étais hier sur une manifestation anti-corrida à côté de Nîmes, et je discutais avec les collectifs locaux qui sont très en colère parce que sur une ville comme Béziers, dirigée par Robert Ménard, eh bien, on donne la même subvention au Resto du Cœur qui nourrit 700 familles, et à une école de torero qui forme 10 toreros. C'est ça la réalité des politiques publiques. Heureusement que la société française, elle, se prend en main. Mais la corrida est un sujet éminemment compliqué, éminemment politique, et la corrida polémique, en plus, pas politique. Polémique, oui, pas politique, vous avez raison. Ma langue a fourché. Nicolas Corato? Oui, moi, un témoignage personnel et un coup de gueule. J'étais dimanche à la messe, ça m'arrive, Saint-Vincent-de-Paul, Paris 10e. Intention de prière pour que l'Esprit Saint souffle sur les parlementaires
qui vont voter sur la PMA et pour les ramener à la raison. Donc un vrai coup de gueule parce que not in my name, c'est-à-dire que moi je n'attends pas d'une religion, quelle que soit la religion, qu'elle intervienne dans le débat public et surtout qu'elle laisse les parlementaires voter comme ils l'entendent. Moi je prie et je vote, je vote, et ce sont deux actes bien différents, bien séparés, et j'espère que toutes les religions sauront respecter cette séparation. C'est très discutable. Non, oui, mais oui, je comprends. je suis d'accord. C'est très discutable. Je comprends très bien ce que vous dites, mais c'est très discutable parce que c'est le fondement de la religion catholique que de défendre la famille. Non, dans les évangiles, il n'y a pas de défense de la famille. D'ailleurs, la famille de Jésus est assez éclatée. Oui, d'ailleurs, une famille de la première un père, une mère. Voilà. En fait, c'est la première femme PMA, en fait, Marie. Non, mais sérieusement, et soyons braves sur le sujet parce que c'est long, mais je veux dire, on n'a même pas le droit d'avoir de rapport sexuel si c'est pas dans le but de procréer. Mais c'est pas dans les évangiles, tout ça. Si, quand même. Non, ça, ce sont les relectures qui en ont été faites, mais c'est pas dans les évangiles. En tout cas, on entend. Sophie de Menton, votre coup de gueule. Alors, je vais faire plaisir à Sandra, elle va être très étonnée. J'ai été zadiste pendant le week-end. Oula, où ça? Figurez-vous que la maison de famille est en Vendée, pas loin d'un petit port qui s'appelle Bretignolles-sur-Mer, en Vendée. Et il y a des dunes magnifiques, c'est une réserve, etc. C'est un tout petit port, enfin charmant. Et ils ont décidé, le maire a décidé de faire un port avec 900 anneaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 900 anneaux, c'est quelque chose de consistant. Il a commencé à raser la dune. On est arrivé, les arbres étaient rasés, la dune était rasée. Il y avait un camp de zadistes. J'avais regardé le sujet. Dans Charlie Hebdo, d'ailleurs, il y avait un résumé là, de numéro très, très approfondi. Et j'ai été regardée, j'ai d'abord été désespérée pour le coup de cœur. On avait eu la tempête Cynthia qui avait beaucoup abîmé cette région. Les dunes sont une protection. Au-delà de ça, 900 bateaux, c'est des parkings, etc. Alors qu'il y a 2 ports, parce que je ne suis pas contre l'économie et le développement économique régional, vous pouvez me faire confiance. Il y a 2 ports, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et les Sables-d'Olonne qui s'élargissent. Et là, c'est stupéfiant, avec un maire qui a une quinzaine de sociétés de construction qu'il gère indirectement. Et qui a décidé ça fait 20 ans. Je ne dis pas du tout qu'il y a un conflit d'intérêts, ce sera probablement regardé, donc je ne dis pas. Et j'ai été voir les zadistes. Alors d'abord, c'est effectivement surprenant parce que c'est pas vraiment ma culture. Voilà. J'ai bavardé avec eux. Il y avait une tour pour examiner ce qui se passait. Ils ont arrêté. Ils ont réussi à arrêter le truc. Alors j'ai posé toutes les questions qui, moi, m'énervaient. J'ai dit, mais vous bossez? Elle me dit, oui, j'ai pris 8 jours. Moi, je suis cuisinier et du camp de zadistes. Et dans un petit restaurant à côté, on bosse tous. Puis on n'a pas du tout l'intention de rester. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment notre objectif. On n'a jamais été à Nantes. Parce que vraiment, je posais les questions. Il y avait des chiens, des poules, des cochons. Et je pense que heureusement, quand même... là, j'étais très troublée. Je suis complètement contre les zadistes, a priori. Je suis très troublée parce qu'il y a un moment où je pense que quand on nous bassine toute la journée avec l'écologie, on construit pas dans une région absolument réserve d'oiseaux, de tout, des dunes magnifiques, un port de 900 anneaux. Donc je suis torturée par un cas de conscience. Voilà. Donc coup de cœur aux zadistes quand même. Coup de cœur aux zadistes, c'est bien. Une fois n'est pas coutume. Moi, je vais faire un coup de gueule. C'est le JDD hier qui nous apprenait que l'imam de Gonesse, Ahmed Hilali, est toujours là. Il y a une rupture conventionnelle qui avait été conclue. Non, il était toujours vendredi dans la mosquée. Donc voilà, on lutte contre le communautarisme, l'hydre islamiste, et pourtant quelqu'un qui a fait l'objet d'une. Comment c'est pas dans l'heure qu'il est raccompagné dans l'heure? Là non, il est autorisé, il s'est marié, il a un enfant, donc il peut pas être accompagné dans l'heure. Mais en tout cas, ne plus être dans cette mosquée, c'est vrai que ça pose un certain nombre de questions. Beaucoup de gens sont raccompagnés dans l'heure, bien qu'ayant des enfants nés sur le sol français, et bien qu'il y ait un moment où la loi, et bien qu'ayant travaillé en France, donc c'est pas la raison pour laquelle il n'a pas été envoyé. C'est une des raisons, en tout cas, c'est la raison qui a été invoquée, qui a été avancée sur le fait qu'il n'ait pas été expulsé au moment où il aurait dû. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Je pense à Lille où un jardinier qui travaillait pour la ville, qui travaillait sur place, en tout cas dans la ville depuis une vingtaine d'années, avec des enfants, a été renvoyé alors qu'il n'avait aucune fiche S contre lui et que malgré la mobilisation, il était renvoyé au Maroc, dans un pays où il est considéré comme un opposant politique.
faut mesurer le danger des choses. Donc non, ce n'est pas ce qui a empêché son renvoi. Allez, on se retrouve dans un instant et on va parler évidemment de la mort d'Abou Bakr el-Baghdadi avec les propos de Donald Trump qui ont plutôt surpris. À tout de suite. Écoutez ce que disait François Hollande ce matin au 4 Vérités sur France 2. Les mots comptent dans le monde parce que ces mots sont répercutés partout. On n'est pas dans un film, on est dans la réalité. Ceux qui sont morts, ceux qui ont été assassinés, les femmes qui ont été violées, les gens qui ont été massacrés, c'est pas un film. Donc on n'est pas là dans le dernier épisode d'une série. On est dans une réalité qui nous fait face et qui est cruelle. Oui, une réalité qui nous fait face et qui est cruelle, c'est quand même un salaud qui a été abattu. Donc, vous avez été... qu'est-ce que vous avez pensé? Alors, j'ai pensé que d'abord, la publicité que faisait Donald Trump, tout ce qu'il y avait politiquement derrière, pour montrer que c'était son pays, pour justifier le fait qu'il avait retiré ses troupes, qu'il avait fait le boulot et qu'il ne serait plus le gendarme. Toute cette mise en scène, cette autosatisfaction, se produire en cow-boy, m'a horriblement gênée. Alors, de fait, c'est pas le mot film, parce que de toute façon, c'était un film. Il regardait un film, c'est la réalité, c'était filmé. Bon, donc c'est pas tellement le sujet. C'est que je trouve d'abord, on dit pas il est mort comme un chien, comme un lâche, c'est une chose, mais il s'adresse à ses électeurs. Oui, mais pourquoi le mot chien d'ailleurs, c'est intéressant, c'est parce que pour les Arabes, le chien, c'est ce qu'il y a de pire. Donc je pense que c'est vraiment à propos qu'il a utilisé ça. Oui, c'est choisi. C'est choisi. Je pense qu'il n'y a pas dans la vie, et c'est ça qui est dramatique, un homme d'État ne raisonne pas en se disant je m'adresse à mes électeurs et pour ma réélection. Je ne supporte plus tout ce qui est fait en faveur des réélections, que ce soit sur la ville de Paris, que ce soit là, le président de la République qui arrive, avec cette procédure d'impeachment qui arrive, c'est logique qu'il s'adresse à ses électeurs. Oui, au contraire, il essaie de sauver sa place par ses propos un peu théâtraux. On peut comprendre de son point de vue, cela dit vis-à-vis du monde. Alors pour une fois, Hollande a quand même raison. Le monde entier regarde ça. Ce sont des victimes partout, et je trouve qu'il a été très indécent. Et ça me gêne de l'écouter. Moi, je ne fais pas du Trump bashing. Je ne souscris pas forcément à ça, pour être clair là-dessus. Mais je vais reprendre votre mot cow-boy. C'est ce qui m'est venu. Cow-boy. Vraiment, c'est cette idée-là de cow-boy. Et le problème, moi, ce qui m'inquiète par contre, c'est les répercussions que ça peut avoir en France. D'ailleurs, je rappelle que Le Point ce matin a noté que Christophe Castaner avait fait une note au service parce qu'il y aura une résurgence, il y aura des émules qui vont être faites. Il y a des gens qui risquent de passer à l'acte beaucoup plus rapidement que prévu. Et là-dedans, il y a une certaine forme d'inconsistance ou d'incohérence. C'était provoquant. Voilà. Et concrètement, Trump va mettre en jeu aussi la sécurité de nos pays à nous. On rappellera que la France quand même a payé un lourd tribut sur ces attentats, un des plus grands, vous le savez mieux que moi. Donc ça me pose un vrai problème. Et puis le côté effectivement Netflix film, je crois que Trump, s'est vraiment comporté comme un cow-boy hier soir, et je crois que c'est pas nécessaire. Alors on a Guillaume en ligne avec nous qui voulait réagir. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour, pardon. Bonjour. Écoutez, moi, je pose simplement la question à certains des intervenants de savoir s'ils considéraient que Franklin Roosevelt était un cow-boy durant la Deuxième Guerre mondiale, ou lorsque Winston Churchill aussi ne proposait que du sang et des larmes à ses concitoyens, si c'était un cow-boy ou si c'était, je ne sais pas, un odieux fasciste ou quoi. Là, en ce moment, il faut quand même que les gens soient conscients du fait qu'en dépit de l'image que donne Donald Trump, et surtout celle qu'on veut bien lui donner, sans moi-même être un fan particulier de ce président, nous sommes en guerre. L'Occident est en guerre contre une hydre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre amusant chef de l'État qui a fait mention de ce monstre mythologique. Donc il a tout à fait raison pour une fois. Et nous sommes en guerre, donc il faut utiliser des techniques de guerre, c'est-à-dire des techniques qui soient fortes en termes de propagande, comme l'étaient toutes les propagandes pendant toutes les guerres. Et il faut marquer les esprits, d'autant plus que les islamistes sont des gens qui sont très sensibles à la force. Et comme le disait Trump, effectivement, Baghdadi est mort en gémissant, en pleurant, parce qu'il a trouvé plus fort que lui, et c'est comme ça que nous les écrasons. Merci Guillaume. Effectivement, beaucoup saluent Pierre dit vive Trump pour son parler vrai, sa vision du monde et les services secrets américains. Ce n'est pas le béni oui comme on peut voir en Europe. Il prend des décisions, il parle vrai. Perrine Salé. Oui, sur parler vrai. Sur la question de provoquant. De vive le président qui parle extrêmement provoquant, moi je dirais ça. Pour moi, c'est pas forcément la bonne méthode. Effectivement, comme le disait notre auditeur, c'est
de penser que les islamistes radicaux ont une perception des choses où il y a un rapport de force qui va se créer. Sauf que là, le rapport de force, il se crée d'autant plus. Faut pas oublier non plus que El-Baghdadi a nommé un successeur. Donc, comme l'a dit Emmanuel Macron, notre président, c'est qu'il faut être vigilant, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas une résurgence. Suppléé par M. Christophe Castaner avec sa note au service de police, en redoublant d'efforts et de vigilance. Et c'est ça qui est hyper important. Effectivement, il y a une guerre contre cette idéologie radicale qui tue du monde. Et effectivement, il faut avoir certains propos. Après, voilà, c'est un président. Et pour moi, c'est pas forcément le dialogue qui doit adopter, être aussi brutal et violent. Au contraire, ça a tendance à... On sait bien que l'idéologie islamiste radicale, c'est de faire une guerre contre l'Occident qui veut les écraser. Or là, c'est... Il faut pas pile le poil là-dedans. Nous sommes en première ligne. Claudine nous dit la façon de s'exprimer des Américains n'est pas la nôtre. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Obama ne s'était jamais comporté de la même manière. Quand vous récupérez les mots de votre adversaire, c'est que vous avez perdu une partie de la bataille. Et si aujourd'hui il y a une victoire militaire contre Daesh, il y a une défaite idéologique. Je veux dire, qui considère les êtres humains comme des chiens ? Nos adversaires, les islamistes, les terroristes, les djihadistes. Nous, on n'a jamais considéré l'être humain comme un chien, quel que soit le bourreau qui ait été en face de nous. Et ce qui fait notre civilisation, c'est que justement, on est capable de juger. Et on est capable de passer... Les Allemands, petite exception pour les Allemands. Non, mais pardon, mais y compris sur le jugement des crimes des nazis, on a su créer un tribunal international et faire appliquer le droit. Ce qui nous distingue de la barbarie, c'est le droit. Et quand j'entends un président de la démocratie américaine, de la République américaine, qui nous explique qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui sont des chiens, c'est-à-dire qui ne sont pas des hommes, moi, ça me pose un grave problème. Et je me dis qu'Al-Baghdadi a gagné. Même pour une ordure... Et je me dis qu'Al-Baghdadi a gagné. Même pour une ordure qui a commandité, qui a visiblement été... Ça n'enlève rien à ces crimes. Aujourd'hui, jusqu'à présent, c'était Al-Baghdadi qui avait considéré les autres comme des chiens. Moi, ça me gêne aujourd'hui qu'on considère nos adversaires comme des chiens. Tout à fait. Sandra Rodol. Un président de la République incarne pas sa parole. Là, Trump ne parle qu'en son nom quand il utilise ce vocabulaire-là. Et il le fait. Je pense qu'il représente beaucoup d'Américains, beaucoup de gens qui pensent exactement comme lui. Et justement, parce qu'il les représente, il doit utiliser un autre vocabulaire sur la scène internationale, parce que ce n'est pas que sa personne, mais c'est tout ce qu'on vient d'évoquer. Ce sont les répercussions de cet acte. Oui, c'est un véritable symbole de victoire sur Daesh. Mais après, pour quelles conséquences ? En fait, Trump n'en a cure des conséquences locales. Il a retiré son armée en n'ayant aucun égard pour les gens qui, jusqu'alors, je pense notamment aux diverses factions kurdes qui ont protégé l'Occident de l'arrivée de Daesh. Et il était en lutte contre son armée, qui voulait rester sur place, parce que ces généraux, qui eux connaissent bien le terrain, savaient le danger qu'on faisait courir à l'ensemble du monde. Puis là, ce gain-là, il vient d'où ? En fait, il y a eu des infos à un moment donné qui ont été données pour qu'on sache où il était, pour qu'on réussisse à le traquer. Ça s'est fait contre quoi ? Quel a été l'échange pour avoir cette info-là ? Qu'est-ce qui a été échangé ? Ça a quoi comme conséquence sur la géopolitique internationale ? Et nous, aujourd'hui, il est il a félicité quand même. Et donc, aujourd'hui, les résurgences de Daesh, qui commencent effectivement à être mal en point, elles sont extrêmement individualistes. Ce sont des gens qui agissent non plus de façon organisée, mais de façon désorganisée. Quel est l'impact de ces mots-là ? Le symbole, lui, avait un impact sur leur action. Il les mettait en retrait. Mais les mots de chien qui visent à humilier, c'est le mot de chien parce que c'est toute la communauté, parce qu'ils sont très orgueilleux, je veux dire. Et vous savez, l'humiliation après la mort, ce sont des pratiques barbares qui sont beaucoup pratiquées en temps de guerre, mais qui n'ont jamais rien donné de positif. Là, Trump, il veut humilier par-delà la mort, non seulement les terroristes, non seulement les islamistes, mais aussi tous les musulmans. Et ça, c'est dangereux. Il faut offrir Antigone à Donald Trump. Un chef d'État n'a pas à faire ça. Je pense qu'on devrait tous lui envoyer un peu de Et juste pour finir sur quelque chose de plus positif, je préfère largement la réaction beaucoup plus pondérée de la France qui célèbre un succès. C'est sûr que Emmanuel Macron est pondéré. Mais qui prend des initiatives pour protéger... Oui, mais Emmanuel Macron, vous savez très bien que j'ai très peu d'atomes crochus avec la politique qu'il développe. En attendant, sur la scène internationale, il a un peu de connaissances et il sait la portée des propos que l'on peut tenir et de l'action qu'on doit avoir. Donc, il préserve le peuple français. En tout cas, il essaye. J'attends de voir les actes qui vont découler des circulaires. Et il emploie un vocabulaire qui dit la victoire, mais qui n'humilie pas
les personnes. Mais encore une fois, on voit ça de France. Nous sommes des commentateurs. Lui, il joue sa réélection. D'ailleurs, ça va vraisemblablement lui permettre d'être réélu, cette victoire sur l'État islamique. Et il s'adressait à ses électeurs. Donc, oui, puis il ne faut pas oublier que à la une des vraies voix aujourd'hui, la météo devient-elle folle? C'est la question et le titre du livre de la présentatrice météo de France 2, Chloé Nabédian. Elle sera avec nous dans les vraies voix entre 17h et 18h pour nous parler de ces phénomènes météo qui nous inquiètent. Dans les vraies voix, nous allons débattre également de la grève à la SNCF. 80% des TGV vers l'ouest qui restent à quai. Question SNCF, les cheminots travaillent-ils assez? 0826 300 300. Et puis les vraies voix politiques à 19h comme chaque lundi, l'islam, la laïcité et Macron. Question Macron lutte-t-il assez contre le communautarisme? On vous attend pour en parler. Après, ce qui est du très grave, suspense, etc. je voudrais dire un mot sur la manipulation quand même de cette histoire, parce que c'est beaucoup plus fort encore qu'on ne l'imagine. Il paraîtrait que ça a été filmé après, qu'il a volonté fait une mise en scène, il a reconvoqué, c'était pas en direct du tout, cette pendant qu'il regardait. la fameuse photo. Et donc, je veux dire qu'il y a une intention derrière la communication de tout ça, cette intention... À la une des vraies voix, la météo devient-elle folle? C'est la question et le titre du livre de la présentatrice météo de France 2, Chloé Nabédian, qui sera avec nous de 17h à 18h pour parler de tous ces phénomènes météo qui nous inquiètent. Dans les vraies voix, nous allons débattre également de la grève à la SNCF. 80% des TGV vers l'ouest qui restent à quai. Cette question, SNCF, les cheminots travaillent-ils assez? Et puis les vraies voix politiques à 19h, l'islam, la laïcité, Macron. Question, Macron lutte-t-il assez contre le communautarisme? On vous attend 0826 300 300. C'était toute cette mise en scène aussi. C'est un petit peu un côté traditionnel américain. On s'attendait à ce que Trump ait ce type de dialogue. Mis à part le fait que ça choque, effectivement, faut quand même souligner que on a un des leaders qui est décédé et entre guillemets, voilà, c'est déjà une bonne étape. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie, nuit tendue dans le quartier du Val-Fouret à Mantes-la-Jolie. On en a assez peu parlé, pourtant c'est une centaine de jeunes qui a attaqué les forces de l'ordre. On va en reparler dans un instant avec ces attaques qui se multiplient. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. Mantes-la-Jolie, c'était la semaine dernière, une scène d'une rare violence, mais qui n'est pas une scène isolée, sauf que quand il y a des vidéos, c'est sûr que ça circule un petit peu plus. Pourtant, les médias en ont assez peu parlé. Une nuit extrêmement tendue, puisque les policiers ont été appelés dans le quartier du Val-Fouret. Ils se sont retrouvés face à une centaine de jeunes qu'ils ont accueillis par des tirs de mortier, de jets de pierre et de pavés. 3 personnes sont sérieusement blessées parmi les assaillants, dont une à l'œil. L'IGPN a été saisi. Guet-apens contre les policiers, c'est de plus en plus fréquent. Enfin, ça a toujours existé. Et on n'en parle pas beaucoup. Perrine Salé, je rappelle que vous êtes donc femme, vous êtes porte-parole de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère. Femmes des forces de l'ordre en colère et femmes de flics. Ouais. Donc en fait, cette question-là, on la connaît et il n'y a rien d'isolé. Clairement pas. Là, j'ai un petit peu fait un retour de ce qui pouvait être paru dans la presse concernant les agressions. Juste pour vous donner une idée, déjà le 23, c'était pas du tout un cas isolé. Il y avait Trappes aussi, où il y a eu des agressions, un guet-apens. Il y a eu donc le Val-Fouret. Il y a eu également Paris. 6e arrondissement, où il y a eu des policiers qui ont été grièvement attaqués avec des coups de poing, etc. et des jours d'ITT extrêmement importants de prononcer. Et effectivement, d'arrêt de travail. Ouais. C'est ça. Ouais. Et il y a eu des analyses qui ont été faites. Aujourd'hui, on en arrive à peu près à 200 agressions par jour contre les policiers par jour. Par jour. Combien? Répétez le chiffre. 200 par jour. Ça part d'où? Ça part du physique et de l'outrage. Mais par contre, pour les outrages, jusqu'aux actes violents. Voilà, d'où l'outrage à agents. Parlez bien dans le micro, Sophie. Pardon. L'outrage, ça va être ça va être self-flic, mais ça va pas être non plus que du self-flic. Ça, c'est mignon, parce que moi, je peux vous dire que mon compagnon, il en prend toute la journée et que malheureusement, ça va pas être poursuivi, etc. Donc en fait, il y a une espèce d'impunité. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a à peu près 85 agressions verbales contre les forces de l'ordre par jour, mais 110 agressions physiques par jour contre nos policiers et une augmentation des guet-apens. On a eu une analyse qui nous disait qu'il y avait 23% d'agressions supplémentaires contre les personnes dépositaires de l'autorité publique, ce qui importe aussi les pompiers. Et là, le point qui est extrêmement important, ce qui révèle notamment Mantes-la-Jolie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle de guet-apens? En fait, là, pour Mantes-la-Jolie, vous aviez un véhicule qui a commencé à brûler. C'était un premier jet. Les pompiers commencent à intervenir, mais en fait, on envoie d'abord la BAC, donc la brigade anticriminalité, qui est en pédestre,
À pied. Donc à pied, pour aller faire un petit peu du repérage et voir s'il y a un risque de propagation pour savoir si on fait ramener les pompiers. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont pris à partie et qu'ils sont acculés. C'est un appât. C'est un appât. D'accord, ok. C'est un appât. C'était volontaire, ça. C'est volontaire. C'est complètement volontaire. Je me permets. Pourquoi ils sont venus en pédestre là-bas parce que vous avez plus de discrétion en pédestre. D'accord. Vous avez beaucoup plus c'est une mission de reconnaissance, donc le principe c'est beaucoup plus de discrétion. Sauf qu'en fait, dans les informations qui ont été données, les personnes de vulnérabilité aussi. Non, parce qu'en fait, ils sont. Alors la BAC peut être en civil ou en tenue. Ça va vraiment dépendre. Mais là, le point qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un appât qui est fait. Là, c'est un véhicule qui brûle. Dans d'autres cas, ce sont des feux de poubelle. Dans d'autres cas, on va même les appeler pour des violences interfamiliales. Ils vont aller se déplacer et ils vont se faire fracasser la figure. Ou, par exemple, Sartrouville, des policiers qui ont été traînés pendant plus de 10 mètres par un fourgon volé qui a accroché un policier et qui s'est fait traîner. Donc, vous imaginez juste la dangerosité aujourd'hui de ce que c'est. Est-ce que ces territoires sont perdus, selon vous ? Honnêtement, oui. Ce sont des zones de non-droit. Donc on revient bien sous-sang et territoire perdu de la République. Votre compagnon, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire là ? Un cas comme ça, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Déjà, posez-vous la question de qu'est-ce qui doit se passer à ce moment-là. Là, ils s'en vont. Tout le monde va crier au scandale en disant qu'on n'a pas interpellé des personnes, mais en même temps, il faut sauver d'abord sa peau. Je préfère que mon compagnon rentre à la maison plutôt que d'être complètement amoché et le retrouver à l'hôpital et que de toute façon, les mecs ne seront pas récupérés. Mais en plus de ça, si on a une enquête, ce qui va se passer, ils vont être interpellés, j'ose l'espérer, et ils vont être jugés. Le problème, c'est que la majorité de ce genre de cas sont des mineurs. Ce sont des mineurs parce que vous avez un autre cas, je crois que c'était à Champigny-sur-Marne, vous avez 2 personnes qui ont été interpellées à 3h du matin pour avoir participé à un guet-apens le 21 octobre 2019, et ils sont âgés de 15 ans. 15 ans. Est-ce que c'est pas un peu le syndrome des émeutes d'octobre 2005 à ce jour-là ? Mais en fait, ce sont des violences urbaines. Ça n'a pas à voir avec les émeutes parce que les émeutes, ça va être un élément déclencheur. Là, le point qui pourrait créer une émeute, c'est effectivement cette blessure. C'est cette blessure à l'œil de ce jeune homme. Et là, le point qui, moi, me choque particulièrement en tant que compagne, et c'est ça aussi sur lequel il faudrait appuyer, c'est que vous avez un individu qui est blessé à l'œil. Effectivement, comme les fonctionnaires de police sont acculés, ils doivent s'enfuir. Donc ils utilisent des grenades lacrymogènes, ils utilisent des lacrymogènes pour éviter d'être au contact des assaillants. Ça, c'est déjà le point le plus important. Faut pas oublier qu'un tir de mortier, ça brûle et ça tue. Et vous avez aussi l'usage de lanceurs de balles de défense, donc les LBD 40 qui ont fait énormément de polémiques, mais là il faut vraiment tenir à distance les individus, et si on utilise l'arme à feu, effectivement on tue. Donc c'est pas tout à fait pareil d'utiliser des LBD quand on est dans cette situation et quand on est au milieu d'une manifestation. Mais pour le coup, l'usage est complètement justifié. Ça a été aussi décrié parce que justement il y a eu un individu blessé. Là, on a les GPN qui ont eu des manifestations suite à ça, avec des vidéos expliquant qu'il sortait de la chicha et qu'il était tranquille, travail, etc. On sait pas trop. Alors, c'est le souci, et ça peut effectivement arriver dans ce cas de figure, c'est-à-dire que comme il y a un guet-apens, on va utiliser ce terme-là puisque c'est celui que la presse a repris et que l'enquête est en cours, qui est montée. Comment vous appelleriez, parce que vous semblez mettre des réserves, vous appelleriez ça comment? J'ai pas l'intégralité du dossier, c'est le terme que je trouve le plus adapté aujourd'hui, mais je l'utilise avec des pincettes parce que l'enquête n'est pas terminée. En fait, dans ce cas-là, c'est pas un quartier qui se rebelle contre les porteurs d'uniformes, parce qu'il y a pompiers et police qui ont été concernés par cette agression. Là, c'est que la police. Ce sont que les pompiers premiers arrivés aussi avaient été agressés. Non, donc l'info pour d'autres. Donc l'info est infirmée parce que les premières infos étaient là-dessus. Là, c'est principalement la police. Et donc, dans ces cas-là, on a quelques personnes qui organisent la violence ciblée sur des personnes, mais pas du tout un quartier qui rejoint. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec les émeutes urbaines qui a déjà eu lieu. Dans nos possibilités d'un déclenchement, c'est pour ça que les autorités n'interviennent pas de manière à pas déclencher un embrasement. Si je peux juste finir, ça n'a rien à voir. Et j'insiste sur le fait que ça n'a rien à voir parce que justement, on n'est pas du tout dans quelque chose dans lequel le quartier est impliqué. On est dans quelque chose où les premières victimes collatérales de ces affrontements et de cette violence, ce sont les habitants aussi, qui eux subissent au quotidien, parce que les infos qui nous sont parvenues jusqu'ici, c'est que c'était des gens qui travaillaient notamment dans des trafics de drogue, etc., et que la présence de la police gênait. Alors j'utilise toujours du conditionnel. Mais les parents des mineurs, ils font quoi? Et donc, les parents des mineurs, parfois, ils sont juste en train de jongler entre plusieurs boulots et ne sont pas en capacité de gérer leurs
enfants. D'ailleurs, les mères dans ces quartiers-là, les mamans, ce sont les premières à dire on a besoin d'une police vraiment sur le terrain. Et j'en finis là-dessus. Le principal problème là-dessus, c'est que, comme vous le dites, pour savoir ce qui se passe, il faut envoyer la BAC en mission de reconnaissance. Alors qu'on a besoin, pour lutter vraiment contre ce genre de choses, d'une véritable police de proximité. Mais ça fait 15 ans qu'on retire l'ensemble des services publics de ces quartiers, qu'on laisse en fait progresser à la fois ce qu'on a appelé aujourd'hui l'islamisme radical, parce que c'était les seuls qui étaient encore au cœur des cités en train de donner leur éducation à des enfants. Et puis on a aussi la progression des trafics. Après, moi j'ai une position particulière là-dessus, mais je ne vais pas lancer le débat. Je pense qu'on devrait libéraliser les drogues douces pour justement faire tomber une partie de ces réseaux qui de toute façon sont déjà tolérés dans certains quartiers par la police, parce que ce qui les intéresse, c'est de faire tomber les réseaux et pas les vendeurs. Et ça, c'est très intelligent. Bref, tout ça pour dire que si on voulait mettre en place des moyens pour lutter, pour éviter qu'il y ait cette espèce de haine de l'uniforme, qui n'est pas que celui des forces de l'ordre, mais qui est aussi celui des pompiers, eh bien on donnerait les moyens. Mais rien n'est fait. Là, au contraire, toute l'organisation de la doctrine du maintien de l'ordre est faite pour que le plus de gens possible se radicalisent et détestent l'uniforme. On ne peut pas continuer à transformer les gardiens de la paix en force de l'ordre fusibles. Le problème, c'est que ça fait des années que ça dure. Je vous répondrai. On a Olivier en ligne qui voulait participer au débat. Bonjour. Bonjour. C'est très intéressant. Merci de m'accueillir. Alors après, moi je comprends l'émotion de la dame qui est mariée à un policier parce que forcément c'est compliqué et qu'elle est inquiète pour son homme. Ceci dit, c'est pas manichéen, avec d'un côté les vilains banlieusards et les gentils policiers. Je pense que les policiers, comme les gens qui habitent dans les quartiers aujourd'hui, sont victimes d'une politique d'abord, et qu'il y a d'abord un gouvernement et un problème de violence sociale, de discrimination, de ghettoisation. Enfin, je ne vais pas vous refaire tout le background, je crois que tout le monde connaît ça. Mais après, moi je crois qu'il faut pointer à un moment donné, particulièrement cette année, et notamment depuis les Gilets jaunes, on a vu comment ce gouvernement a finalement laissé la violence aussi monter chez les policiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit oui, il y a un tir de mortier, donc c'est limite si on légitime pas l'œil qui saute, sauf que les yeux qui sautent, on en a une vingtaine aujourd'hui, on a des mains arrachées. Les situations ne sont pas les mêmes, Olivier, vous ne pouvez pas comparer ce qui se passe dans des manifs. Non, je compare pas, je vous parle de violence policière. Je suis en train de vous dire aujourd'hui que ce qu'on est en train de faire à un moment donné, c'est pour ça aussi qu'il y a cette violence-là, et c'est un vrai problème. Moi, quand je vois des policiers qui frappent des pompiers, quand je vois des policiers qui se cachent l'œil en moquant les gens qui se sont fait éborgner dans les... Tout ça, ça attise une forme de violence. Après, il y a le problème des quartiers, des violences en banlieue. C'est un problème social au départ, c'est un problème de ghettoisation qui date depuis longtemps. Oui, depuis très longtemps. Et la violence là-bas, avec le LBD, parce que c'est nouveau pour les Gilets jaunes, mais ça existe depuis plus de 10 ans. Il y a des gamins qui ont perdu des testicules, qui ont perdu des yeux, il y en a plein. Et en fonctionnant comme ça, moi je suis d'accord pour la police de proximité. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de faire détester la police aux citoyens. Moi, je suis partisan d'avoir une police. Moi, j'aime la police nationale. Voilà, comme j'aimais la garde nationale avant qu'elle soit police nationale. Ceci dit, je suis pour les gardiens de la paix. Je suis d'accord avec cette approche je suis contre les forces de l'ordre. Voilà, je suis contre les armes de guerre dans les policiers. Je suis contre à un moment donné le fait que le gouvernement finisse par attiser la haine à l'égard de ces policiers. Le gouvernement a bon dos là-dedans. Je veux dire, quand le type sont menacés, on a des armes de guerre. Non, il n'a pas bon. Mais je suis désolé, les armes de guerre, elles sont utilisées pour les gilets jaunes, elles n'étaient pas nécessaires. Il y a plein d'exemples comme ça. La guerre, elle est initiée. La guerre, elle est initiée par la politique. Voilà. Donc après, il ne faut pas se plaindre que les gamins qui sont laissés à eux-mêmes et qui sont qu'on a ghettoisés, qu'on a mis entre eux, il ne faut pas s'étonner que les gamins, ils vont revenir avec des armes de guerre. C'est pas fini. Hein. On est en train de monter une guerre civile avec ce genre de comportement. Mais il ne faudra pas aller pointer à un moment donné les dealers ou je ne sais pas quoi. On a une responsabilité civique dans cette histoire. Oui, mais merci Olivier, mais ça fait des années que ça dure, genre cette histoire de guet-apens. Moi, je me souviens
2000. Encore une fois, on défend la victime, on est coupable. Les pompiers me racontaient comment ils étaient agressés et attendus dans des rues où il y avait où les deux étaient bloqués, les deux sorties étaient bloquées. c'était en 2000. On est en 2019. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Moi, je pense que il faut pas, effectivement, il faut pas déresponsabiliser. Les principaux auteurs des actes sont quand même ces gens qui agressent des policiers. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour changer de méthode. Moi, je remarque quand même que, pardon de le dire, mais l'expérience des BAC n'a pas fait la preuve de son efficacité. Ça fait maintenant plus de 15 ans que ce genre de service existe et manifestement, ça n'est pas la bonne méthode pour mettre fin au trafic, pour intervenir dans ces cités, pour intervenir dans ces territoires oubliés. Et je remarque que jusqu'à présent, et encore aujourd'hui, le gouvernement ne remet pas en cause le fonctionnement et le déploiement des BAC, voire même qu'il recrute de plus en plus dans ces services. Donc il y a un vrai sujet politique et administratif, de stratégie en termes de maintien de l'ordre et de sécurité publique, et le débat n'a pas cours dans ce pays et n'est pas en œuvre au sein du gouvernement. Et ça, je pense qu'à un moment, il va falloir se poser la question. Quand la BAC arrive, d'une certaine manière, c'est trop tard. Et on le voit à Mantes-la-Jolie, mais ailleurs, quand la BAC arrive et qu'elle se fait prendre en guet-apens par des dealers qui ont décidé de reprendre en main leur territoire, en instrumentaliser les pompiers et les forces de l'ordre, c'est trop tard, c'est qu'on a perdu la bagarre. Donc, est-ce qu'à un moment ou à un autre, on remettra sur le tapis ce débat public sur BAC, police de proximité, mais avec un vrai débat et des vraies décisions derrière. C'est aussi ce qu'attendent les habitants de ces quartiers. Mais oui, mais justement, ça c'est une action. Alors, Perrine, il y a plusieurs choses auxquelles il faudrait répondre. Donc, premièrement, pour répondre à notre auditeur, ça n'a rien à voir, la question des banlieues, des cités et les manifestations. Ce sont deux domaines complètement différents. Là, on a affaire à des violences urbaines et de l'autre côté, on a affaire à du maintien de l'ordre, ce qui est un autre débat complètement. Ensuite, concernant le débat sur la BAC, etc., pour connaître des BACeux, pour vivre vraiment avec de nombreux corps de métier de la police, très honnêtement, ils sont essentiels. Par contre, ce que les policiers vont vous dire, c'est qu'ils sont en sous-effectif, et nous, on le remarque parce que c'est le gage de leur sécurité, en fait. Moi, quand mon compagnon me dit qu'il n'a pas assez d'effectifs ou que leur matériel est défectueux, c'est un problème. Oui, bien sûr, ça, les 500 € pour les manifestations, on les a bien vécus. Mais effectivement, c'est la question de leur protection et de leur sécurité. Le point où je ne suis pas d'accord, c'est que les BAC sont essentiels. Après, au niveau du recrutement, il en manque partout. Ça, c'est clair, net et précis. Mais là, le point qui, moi, me choque sur les affaires de Mantes-la-Jolie, c'est que là, vous avez forcément les policiers qui sont encore mis en cause par l'IGPN, par l'opinion publique, en nous disant la méchante police, alors qu'en fait, il y a une tentative de meurtre. Quand on regarde les vidéos de Mantes-la-Jolie, on entend ces mots-là. Tuez-les. Tuez-les. C'est vraiment une volonté de tuer. Une question quand même plus centrale. Est-ce que manifestement, il n'y a pas un recul de cet état de droit de l'État, qui ne va plus, qui recule les quartiers? Et ce qui va être grave après, c'est qu'à partir du moment où on recule, il va falloir avancer un jour ou l'autre. À un moment donné, il va falloir reprendre le contrôle. Et là, à mon avis, ça va poser vraiment des graves problèmes de sécurité publique et on va arriver à des morts un jour ou l'autre. Et là, c'est là où j'en viens. C'est là où j'en viens malheureusement dans une situation qui s'est passée à Plaisir en mois de septembre, 21 septembre à peu près, où il y a eu un énorme guet-apens à plusieurs reprises dans la même nuit. D'abord à 22h, minuit, 1h du matin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les individus ont déclenché plusieurs feux. Ils ont d'abord déclenché un feu de poubelle qui ne pouvait pas prendre ailleurs. Et là, c'est la police qui est partie vérifier pour savoir si ça allait pas prendre. Pour éviter d'appeler les pompiers, parce qu'on savait que les pompiers allaient être caillassés. Donc oui, effectivement, il y a un recul de l'État là-dedans. Par contre, aujourd'hui, il y a des débats qui sont faits, parce qu'aujourd'hui, des femmes comme moi ou des hommes comme mon compagnon prennent la parole pour dire qu'on n'en peut plus. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on parle de ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie, guet-apens, une centaine de jeunes qui ont pris, qui ont assailli des policiers. On a en ligne avec nous Christophe qui voulait réagir. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Déjà, je voulais apporter mon soutien à la dame du policier et à tous les policiers et aux femmes des policiers, parce que c'est vrai, ils font vraiment un métier dangereux à notre époque. Ensuite, je voulais réagir par rapport à la personne qui a téléphoné tout à l'heure. Et il faisait l'amalgame avec les gilets jaunes et le problème qu'il y a en banlieue, ça n'a aucun rapport, strictement aucun rapport. Moi, j'habite à Marseille et j'ai grandi dans les quartiers dits populaires.
Et la violence, elle a toujours été là, en fait. Et moi, j'ai 3 enfants, et mes enfants, je sais ce qu'ils font, en fait. Ouais. Je sais, le soir, ils sortent pas. Je sais où ils vont, je sais quand ils sont à l'école, je sais quand ils vont faire du sport. Donc vous dites que c'est la responsabilité des parents aussi de faire ça, c'est ça ce que vous voulez dire? Évidemment. Le problème, c'est que les parents, on victimise toujours ces personnes, en fait. Moi, comme je vous disais, j'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille. Et mes parents étaient ouvriers. Mais ils savaient ce que je faisais. Et j'avais leur confiance. Et je les ai jamais trahis sur ça. J'ai 43 ans où j'ai un peu de recul sur ce qui se passe. Et je vois que les enfants sont laissés à l'abandon. Et les parents, ça ne les gêne pas que leur fils il reste toute la journée à faire le chouf, comme on dit à Marseille. Et il est en bas, il fait le chouf toute la journée. Il va gagner 100 €. Mais les parents, ils ne se posent pas des questions. Oui. Mais merci Christophe. Mais c'est vrai que ce qu'il faut dire aussi, c'est que souvent, c'est une minorité qui emmerde, j'ai pas d'autre mot, une majorité. Et c'est ça aussi. Ça. Mais c'est ça aussi qui est incompréhensible. Ces gens dans les quartiers. Et que tout le monde les connaît. Tout le monde connaît les fauteurs de troubles qui sont arrêtés, ce que vous disiez, Perrine Saleh, qui sont relâchés pratiquement. Qui sont arrêtés ou qui ne sont pas arrêtés. Ou qui sont pas arrêtés. Dépend de leur. En général, ceux qui sont arrêtés, ce sont aussi. Et c'est pour ça que c'est souvent des très jeunes. Ce sont ceux qui sont tout en bas de l'échelle, qui sont très peu aguerris aux moyens d'échapper à la police. Donc, en plus, les gens qui sont arrêtés ne sont pas du tout les gens qui organisent, qui pensent, qui font les choses. Les mômes qui sont là, la première chose qu'ils font, mineurs, ils crient mineurs, parce qu'on sait qu'on ne peut rien contre eux, on ne peut pas les arrêter. Oui. Et on peut les arrêter. Insupportable. Mais ils vont vite ressortir en règle générale. Ça doit vous poser le problème aussi de la justice. Mais bien sûr. Complètement. Vous avez dit que c'est trop laxiste sur les interpellations et les gardes à vue. Est-ce que je peux faire juste un petit lien, un peu tiré par les cheveux avec le tout premier débat qu'on avait sur Al-Baghdadi. Al-Baghdadi était vraiment personne. C'était un petit mec timide qui a été arrêté, mis en prison avec les caïds d'Al-Qaïda, pardon pour l'allitération, et qui est devenu, là, dans ces prisons, formé par les pires animateurs du mouvement, le chef de guerre qu'il est devenu après. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, les prisons françaises sont régulièrement mises à l'amende. Et c'est pour ça que la loi essaye d'éviter que les mineurs y soient mis et qu'on se retrouve avec des mineurs qui rentrent sur des petits larcins et qui ressortent quasi chefs de mafia. Et en fait, c'est pas la justice qui doit être revue, c'est le système pénitentiaire qui doit être revu. D'ailleurs, petite alerte, la pénitentiaire, c'est le ministère de la Justice, mais c'est pas la justice dans ce qu'elle rend comme jugement et dans le contexte qui fait qu'elle rend des jugements. Et la pénitentiaire elle-même est au bord de la crise de nerfs parce qu'elle n'en peut plus de ne pas avoir de moyens, d'être en danger, parce que vous parliez des dangers que subissent les forces de l'ordre sur le terrain, mais c'est le cas aussi pour nombre de gardiens, gardiennes de prison, et surtout les moyens qu'on leur donne ne sont que des moyens répressifs, là où on a besoin que la prison ne soit pas juste de la poussière sous le tapis, mais soit un moyen de réinsertion sociale pour les personnes qui ont la volonté de changer. Eh bien, tout ça, c'est un système qui se mord la queue, qui effectivement n'est pas d'aujourd'hui, mais les politiques qui sont prises aujourd'hui sont un véritable problème. Petit exemple, vous disiez tout à l'heure que votre compagnon, les gens que vous côtoyez, sont victimes d'un manque de moyens dans leur action de tous les jours, c'est-à-dire pas assez de matériel. Le projet de loi de finances 2020 qui sort en plein milieu de cette crise où les forces de l'ordre sont aussi au bord de la crise de nerfs, voit quoi? La baisse du budget en dotation du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire le moyen d'acheter les casques, le matériel, etc., est diminué au moment où on nous dit que c'est important de soutenir les forces de l'ordre. C'est pour ça que je suis désolée de réemployer cette expression, mais la police aujourd'hui est le fusible des politiques. Alors aujourd'hui, c'est ce gouvernement, elle a pu l'être par le passé, ça fait effectivement depuis les lois Sarkozy que la police est cette espèce de fusible qui sert à compenser la haine des gens qui n'ont rien, qui sont dans des trafics, qui sont dans des zones abandonnées par la République, parce que si ce ne sont pas des zones de non-droit, en revanche, ce sont des zones abandonnées par la République, alors on peut dire que les parents ne sont pas responsables. Il y aura toujours des parents irresponsables, mais la réalité aussi, c'est que quand on n'a pas les moyens, quand on cumule les petits boulots, vous savez comme on voyait avant dans les séries télé américaines, où on voyait des gens enchaîner les petits boulots, être parents célibataires, ne jamais avoir le temps de voir ses enfants, c'est la réalité aujourd'hui de la pauvreté française. Alors je veux bien qu'on se
se targue de grandisme. Non, je ne mélange pas. Je dis que si on veut agir pour faire en sorte qu'on ait une société plus apaisée, on sait où agir. Mais qu'est-ce qu'on a fait pendant 20 ans dans les quartiers? Qu'est-ce qu'on a fait dans les quartiers pendant 20 ans? Ce que je vous dis, c'est qu'on a fait en sorte de retirer tous les services publics de ces quartiers pour justement... Mais pourquoi ignorer? Il y a 8 milliards d'hébergements. Parlons-en de la politique de la ville. Pendant 20 ans, on a mis des milliards d'euros pour faire de la réhabilitation de logements. C'est-à-dire qu'on a donné de l'argent au BTP pour faire travailler des entreprises qui ont refait des bâtiments. Qu'est-ce qu'on a fait sur le social? Rien. Qu'est-ce qu'on a fait sur l'accompagnement social des mineurs délinquants? Rien. Et aujourd'hui, dans le PLF qui est là, les dépenses et les dotations de la protection judiciaire de la jeunesse vont encore baisser. C'est-à-dire qu'en gros, vous dites il y a un problème à la justice. Oui, il y a un problème à la justice. Parce qu'on ne va pas mettre tous les mineurs délinquants en prison. Sinon, effectivement, on arrive à un effet qui est bien pire que la cause. Donc on ne met plus personne en prison. Les mineurs délinquants, mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que vous allez mettre les gens en prison pendant 20 ans? Ils sont des délits. Ils vont sortir. Ils ont des casiers comme des bras. Ils rentrent mineurs, ils sortent radicalisés. C'est ça que vous voulez? Il faut des prisons spéciales, des formes de camp. Vous avez des centres de rétention pour mineurs avec des rééducations. Et ça, en soi, c'est pas la problématique en tant que telle. La problématique est de trouver une solution pour éduquer ces jeunes. Parce que là, il y a un vrai problème. Il y a un manque d'éducation qui est cruel. Parce que le gamin, malheureusement, et les policiers nous le disent, justement, vous critiquez un petit peu la BAC dans l'idée, mais moi j'ai une amie qui est policière et qui s'attache énormément à ces jeunes mineurs qui viennent et qui ont commis un petit larcin de rien du tout, et puis ça augmente et à un moment donné c'est crac, ça tombe et il va aller devant le juge et il va passer en comparution immédiate et demain il sera enfermé. Parce que là le problème c'est qu'il y a ce sentiment d'impunité, il y a ce cercle vicieux, il y a ce manque d'éducation où personne n'a leur a tendu la main. Je ne dis pas, je vais pas minimiser leurs actes parce que là il y a un vrai problème, il y a un problème de sanction qui a été fait derrière. Mais quand vous avez plus de 35 000 policiers personnes qui ont été mises en cause pour violence sur PDAP, donc pour personnes dépositaires de l'autorité publique, entre 2016 et 2017, plus de 35 000 personnes mises en cause, et que derrière vous avez très peu de réponses. Vous avez même très peu de réponses à l'encontre de ces fonctionnaires qui ont été agressés, outragés. Vous vous rendez compte que par exemple mon compagnon, pour avoir subi des violences et des menaces et des outrages, a eu pour solution, 100 € de dommages et intérêts, et l'individu a payé qu'une amende et bonne journée. On organise aux États-Unis, par exemple, le respect des flics aux États-Unis. Non. Il y a des agressions qui sont plus graves. Ils sont un peu plus respectés. Non, il y a les deux. Et juste pour répondre, cette construction... Oui, allez-y, dernière phrase. Cette construction, une manifestation comme celle des pompiers, où on voit la police, les forces de l'ordre... des pompiers. Allez voir mon compte Twitter, j'ai publié là-dessus. Oui, mais ces images-là, d'uniforme contre uniforme, ça renforce encore l'idée qu'il y a un problème. C'est peanuts par rapport au fond du problème, mais vous avez raison. C'est pas peanuts. Ça fait partie du problème, c'est-à-dire que ces images, elles sont le symptôme d'une société qui ne fonctionne plus, ça c'est sûr. Sur la logique de société publique. Merci à tous les 5. On se retrouve dans un instant. Ben non, on se retrouve pas du tout dans un instant. C'est André Berkoff.